Avant, je voulais absolument cibler vraiment les cœurs de ville, je dirais, avec pas mal d'habitants. En l'occurrence, c'est vrai qu'à Amiens, on est quand même un secteur où il y a énormément d'étudiants, il y a une belle population, il y a des transports. Donc, c'est assez facile, je dirais. Maintenant, avec du recul, j'ai compris qu'en réalité, on a besoin de se loger partout. Là, j'ai acheté un bien où il y a, dans une ville où il y a 4000 habitants. Et en réalité, il y a de la demande aussi. Parce que les gens ont besoin de se loger, ils n'ont pas tous la possibilité d'acheter, en réalité. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut, Emeline Siron, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, très bien, t'es à l'aise pour commencer cet épisode de La Martingale ? Plutôt bien. Il fait un peu chaud, non ? Il fait chaud, mais ça va. Je peux mettre un peu de clim, mais ça fait un petit souffle au fond. Bon, on va voir si... je sais même pas si j'ai la télécommande d'ailleurs. Ah si, elle est par là-bas. Bon, je vais mettre un peu de clim après. Bon, on se met à l'aise pour commencer cet épisode. Un épisode que je qualifierais de... je sais pas, en tout cas, des sujets que j'aime, tu vois. L'IMO... locatif, le bonheur de refaire des biens, de les mettre en loc, etc., etc. Et toi, écoute, figure-toi, je suis quand même un peu jaloux de ce que t'as fait récemment parce que t'as quand même tout plaqué pour te mettre full time là-dessus, quoi. Alors, oui, effectivement, j'ai tout plaqué. J'étais pourtant dans une société que j'aimais énormément. J'ai eu beaucoup de mal à partir, honnêtement. C'était un petit déchirement. C'est une société dans laquelle j'ai fait 3 ans. Donc, en tant que Real Estate Asset Manager, donc dans une société de gestion de fonds d'investissement immobilier européen. Je voyageais, je dirais, au moins 2-3 semaines par mois en Europe, donc Italie, Portugal, Sardaigne, des destinations assez confortables, je dirais. Alors même si il y a eu beaucoup de travail, je faisais des grosses acquisitions, 100, 150 000, 200 000 millions, pardon. Oui, j'ai oublié quelques zéros. Oui. Donc que tu gérais ensuite, hein, c'est ça. T'as acheté alors pas mal dans la santé, si je me ça, immobilier de santé, donc tout ce qui va être clinique, EHPAD, établissement pour les autistes aussi. Donc voilà, c'était. Toi, t'étais sur la partie immobilière, pas du tout sur la partie santé. Enfin, Alors en fait, on a commencé la boîte à 3. D'accord. Donc quand je suis partie, on était 7, mais c'est vrai que c'était une société, je dirais, couteau suisse. Il fallait faire tout. Quand je suis arrivée, on n'avait pas d'imprimante encore, donc c'était vraiment le moindre petit truc qu'il fallait tout construire. Il faut plus acheter d'imprimante, c'est fini ça. Alors oui, mais bon, pour signer les gros deals, c'est bien quand même d'avoir un peu de papier. Voilà. Très bien, mais alors toute la vie était rose, tout se passait bien, t'étais dans une boîte prometteuse. Génial. Et puis tu t'es dit en fait finalement je vais tout plaquer. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc dans ce job-là, c'est ça, c'était vraiment rose parce que j'avais des collègues, on se qualifie un peu de frères d'armes, hein, donc c'est qu'on vraiment on s'entend super bien et je leur souhaite vraiment une explosion de cash, je dirais. Moi, j'ai commencé à investir en même temps quand j'étais chez eux. Et en perso. Oui, en perso, tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à décupler rapidement ce que je faisais et j'ai beaucoup investi parce que j'avais acheté mon premier bien en 2019 en août et après j'en ai acheté 5 en 2020 mais avec beaucoup de travaux partout et le truc c'est que c'est bien hein, juste passer chez le notaire mais après il y a la suite, c'est gérer les travaux, etc. Et donc bien que j'ai automatisé beaucoup de choses, j'avais quand même 2 vies. Ma vie de boulot où déjà j'avais quand même j'ai un job avec 3 semaines par mois pardon et en plus tu dois gérer des travaux parce que j'avais beaucoup de responsabilités. En 2020 t'as de la chance, à la fois il y avait un peu de confinement et tout, t'avais moins à partir quoi. Oui, tout à fait, mais les travaux c'était plus compliqué à gérer à distance. Attends, je te pose parce que du coup j'ai pas posé les bases de cet épisode, mais l'objectif justement c'est aussi pour ça que je te disais que j'étais un peu jaloux parce que il est de poser et de réfléchir à comment rentrer
je pourrais qualifier ça dans l'immobilier locatif. Pas hardcore, ce serait parce que tu fais des choses bien et bien faites, et voilà, mais en tout cas intense. En bulldozer. C'est ça. Avec beaucoup d'automatisation. Vraiment, comment le faire à scale, quoi, en accélérant un peu partout, parce que on ne demande pas l'âge des femmes normalement, mais je peux te demander ton âge? 28 ans. 28 ans, c'est ça. Ouais. Donc à 28 ans, tu as quand même poussé mes limites. Ouais, tes limites, lesquelles je faisais le comment on appelle ça, le truc dans un avion là, le truc, les gaz à fond, parce que entre 2019 et là on enregistre en 2022, t'as combien de biens au total maintenant? J'ai une dizaine, une cinquantaine de locataires, une équipe technique. Donc ça veut dire quoi, 5 locataires par bien en moyenne, donc c'est des gros biens. Oui. Je vais t'expliquer tout ça. Ok, tu vas m'expliquer tout ça. Alors, j'ai signé donc le premier, un immeuble de 8 lots en août 2019. Combien ça coûte, ça, un immeuble de 8 lots? Je l'ai payé pas très cher. Je l'ai payé 220 000 euros. Mais j'ai eu pas à Paris, on est d'accord, hein? Non, je suis vers Amiens, donc dans le 80. Et pas dans Amiens? Non, si, j'en ai dans... Je fais un petit peu tout le tour. D'accord. Je dirais... Mais t'as une thèse d'être quand même dans un centre près des gares ou des choses comme ça? Alors avant, oui. Ouais. Avant, je voulais absolument cibler vraiment les cœurs de ville, je dirais, avec pas mal d'habitants. En l'occurrence, c'est vrai qu'à Amiens, on est quand même un secteur où il y a énormément d'étudiants, il y a une belle population, il y a des transports. Donc, c'est assez facile, je dirais. Maintenant, avec du recul, j'ai compris qu'en réalité, on a besoin de se loger partout. Et que même si on va dans une ville où il y a... Là, j'ai acheté un bien où il y a... dans une ville où il y a 4000 habitants. D'accord. Et en réalité, il y a de la demande aussi. Parce que les gens ont besoin de se loger, ils n'ont pas tous la possibilité d'acheter, en réalité. Donc même si quand on achète dans les immeubles en province, ça fonctionne. En moins de 10 000 habitants, ça fonctionne aussi. Alors oui, il faut tester. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place par la suite. On fait tout simplement des annonces, hein, et on voit si ça mord, si ça mord pas. Tu fais des annonces factices? Bien sûr, avec évidemment, avec les biens que j'ai déjà faits, puisque je sais que je vais dupliquer. En réalité, j'ai mon équipe qui gère, qui sait exactement ce que je fais. Je vois si ça marche. Si ça marche pas, je vais pas me positionner alors que j'ai pas de demande, simplement. Ensuite, je vais appeler les agences immobilières dans la ville. Est-ce que ça mord et que ça mord pas? Voilà. Mais donc principalement sur Amiens. Juste pour comprendre, parce que c'est vrai que ma stratégie, alors, elle marche plus maintenant parce que le rendement est mauvais dans les grandes villes, mais enfin à Paris en particulier, mais d'autres grandes villes aussi. En fait, tu te dis quand même, tant qu'à faire, autant acheter dans des endroits où le mètre carré est cher, parce qu'en fait, tu as moins de locataires. Je sais pas si je suis clair, mais si tu achètes un immeuble à 200 000 euros dans lequel tu mets 8 locataires, ou si tu achètes un appartement à 200 000 euros dans lequel tu as un locataire et que le loyer en face est à peu près le même, si c'est possible, ça va avec le risque. Et ben évidemment, tu te dis en fait, j'ai moins à m'emmerder avec un locataire qu'avec 8, tu vois. Tout à fait. Moins de rotation, moins de gestion, parce que voilà. Et donc du coup, tu as une tendance à te dire finalement, je préfère aller dans des endroits où c'est cher plutôt que des endroits où en fait ça coûte rien. Maintenant, j'ai l'impression que les endroits où c'est cher sont tous trustés et qu'il n'y a plus de rendement, c'est ça? En réalité, ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, tu te retrouves avec un locataire. Mais ce qui est une des peurs premières aussi pour les gens, c'est que le locataire, il paye pas. Et quand on en a un qui paye pas, en fait, le bien, il est KO. Il y a plus rien qui rentre. Moi, j'ai un immeuble de 8. Si j'en ai 4 qui me payent pas, je paye quand même mon crédit. Du coup, ça me lisse mon risque en réalité. Alors bien sûr, on est sur un immeuble. Et en fait, j'ai fait pas mal de travaux. J'ai une plus-value quasiment 200 000 euros latente sur cet immeuble-là. Donc bien sûr, j'ai eu. Il fait quelle taille ce premier immeuble? Il fait 180 mètres carrés. 180 mètres carrés. C'est du studio dedans. Et donc c'est un immeuble. Enfin, autonome, c'est pas une maison, c'est un petit. Oui, c'est un immeuble. Tout à fait. Très bien. Et donc tu fais combien de travaux dans 180? Parce que c'est aussi l'autre truc, c'est que, alors évidemment les travaux sont un peu plus chers dans les grandes villes, mais bien pas sûr. Beaucoup plus chers. Donc c'est vrai que quand tu fais des travaux pour 180 mètres carrés à Paris qui valent 1,8 million, je dirais, parce qu'on est dans ces trucs-là. Bon les 180 mètres carrés valent 1,8 million. Tu vas faire des travaux, on va dire 1 000 euros du mètre carré. Ça fait, alors c'est une grosse rénovation, mais c'est une bonne, tu repars 500 euros sur une rénovation légère, on est sur 180 000 euros.
c'est Ouais. ça. 1000 euros, 1000 euros au mètre carré. Donc, tu refais tout ton truc. Donc, tu es quasiment à 2 millions au total. Mais le ratio des travaux par rapport au prix d'achat du bien n'est que de 10%. Quand tu achètes près d'Amiens un bien qui fait 180 mètres carrés, 180 000 euros et que tu fais 180 000 euros de travaux, ça fait plus 100%. Donc, sauf que j'ai pas fait 180 000 euros de travaux. Je comprends. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi les autres choses qui me font un peu peur sur les biens immobiliers moins chers. Et comment, enfin, moi qui n'ai pas d'expérience là-dessus, comment on gère ça? L'idée, c'est déjà quand on visite le bien, c'est de venir avec une équipe. Enfin, moi, maintenant, j'ai mon équipe, ils viennent directement avec moi. Je les envoie même avant que moi, je me déplace. Ça va plus vite, j'optimise la chose. Dès la première visite. Oui, ils y vont et moi, j'y vais après. Si j'y me déplace pas, si en réalité, ça vaut pas le coup. Mais pour quelqu'un qui commence à investir, moi, je leur dis toujours, vous appelez 2 ou 3 artisans, ils viennent avec vous. Ils vont directement chiffrer sur place. Et après, il faut que ça rentre dans le business plan. Quand tu dis mon équipe, ce ne sont pas des salariés, ce sont des partenaires. Ouais, c'est un partenaire. Alors, c'est vrai que moi, je travaille tellement en win-win avec tout le monde que je les intègre dans ma team. On bosse vraiment comme ça. J'ai besoin de non, mais c'est juste pour expliquer à tout le monde que c'est possible aussi. Parce qu'eux, ils gagnent, ils font les travaux, tout est bien, si je comprends bien. Et du coup, vous avez une équipe qui est assez proche, mais t'as pas recruté 40 personnes depuis... Non, mais alors... C'est un autre sujet. Ouais, ça va être l'étape d'après. D'accord. Mais donc voilà, l'idée c'est de venir avec du monde pour chiffrer les travaux directement sur place, d'accord, pour gagner du temps. Ensuite, quand on a le chiffrage des travaux, on a le chiffrage du bien. On regarde si l'enveloppe totale, parce qu'il faut regarder aussi un prêt au mètre carré en totalité, pas juste sans les travaux. Combien ça se loue en face, et puis on voit le cash flow qui reste. Donc le cash flow, c'est ce qui vous reste par mois après avoir tout payé, je dirais, si ça reste rentable ou pas. Si faire tous les travaux en one shot, je dirais, c'est pas rentable, on peut aussi les étaler dans le temps. C'est pas forcément. Ça va dépendre de l'immeuble. Est-ce que c'est un immeuble occupé, pas occupé? Moi, en l'occurrence, celui-là, il était occupé. Et c'est vrai que les locataires étaient logés dans des très mauvaises conditions, je dirais. Il y avait même un peu d'insalubrité. C'était pas... Bon, alors moi, j'ai refait à chaque fois qu'ils partaient, j'ai refait les oui, c'est ça, appartements. Parce que tu peux pas les virer. T'as pas le droit, légalement. Non, j'ai pas le droit. Et mais par contre, c'est vrai que quand on refait à chaque fois les parties de l'appartement, automatiquement, moi, c'est ce que j'ai remarqué, les gens partent parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans quelque chose. Je sais pas s'ils peuvent estimer que c'est trop bien pour eux, j'en sais rien. Mais ça ne colle plus dans leur environnement. Puis il doit y avoir du bruit, ça doit être chiant. En plus. Dans ces moments-là, on fait un max de bruit. Non, c'est pas vrai. Voilà, là, dans cet immeuble, c'était de la rénovation légère. C'était mon premier. Et tu fais rénovation appartement par appartement, pas les parties communes, pas l'extérieur, pas le toit, si aussi. Je les ai faites aussi. Toiture, elle était en bon état. Donc Matrix, c'est quoi 180 mètres carrés juste pour comprendre le premier, ça coûte combien? Alors j'ai dû faire 80 000 euros de travaux. Après j'avais 26 000 euros. Quand j'ai acheté, j'avais 26 000 euros de loyer à l'année. Et je dirais que 8 mois, 1 an plus tard, je suis passée à 36 000. Ok. Donc j'ai tout rechangé. J'étais en location nue, je suis passée en location meublée. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus, je dirais même, sécurisé. C'est bête, mais une porte d'entrée qui n'est pas sécurisée, on n'a pas du tout envie de vivre dedans. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants. Il faut que les parents qui soient perpètes, j'en ai même qui sont en Suisse, etc., ils doivent être sécurisés pour leur enfant. Donc, je fais en sorte que tout soit bien, nickel. Et après, il y a plus de sujet, quoi. Écoute, j'ai rencontré récemment un auditeur qui m'a, pour tout te dire, emmené faire du vélo, un entraînement, et qui m'a dit, je crois que d'ailleurs, il voulait acheter un truc près d'Amiens. Il me disait, en fait, quand tu fais dans certains endroits comme ça une rénovation, et notamment avec des meubles bien faits haut de gamme et que tu arrives avec un truc assez stylé, finalement, par rapport au marché qui existe, en fait, juste ça se loue tout de suite parce que dans une ville de 4000 habitants, tu vas voir les meilleurs biens disponibles immédiatement. C'est vrai ça? Oui, en fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est tout bête, sur le Bon Coin, et tu regardes un peu ce qui se loue. Et tu as remarqué que régulièrement, déjà, les gens ne savent pas prendre de photos. Ils vont te prendre en photo le parquet au lieu de te prendre en photo la pièce en totalité. Les peintures, elles sont jaunâtres. Il y a pas de décoration. Les meubles, ils ont un peu récupéré sur les brocantes, histoire de dire que c'est meublé pour que ça soit juste rentable fiscalement. Mais il n'y a pas vraiment l'envie de faire bien, je dirais. Et quand on y met un peu du cœur derrière, ça se ressent.
Mais comment on y met du cœur? Est-ce que tu peux me partager quelques secrets là-dessus? Tu mets quoi dedans? Parce que pour que ce soit très stylé, il faut quand même faut investir beaucoup. Ça coûte combien? Non, pas Tu vas forcément. où? Tu peux mettre du Ikea quand même? Bien sûr. Alors, il faut surtout pas mettre, on va pas mettre de la Roche-Beaubois là-dedans, hein. Surtout pas, parce que ça reste des locataires. Il faut pas oublier quand même. En plus, moi, alors personnellement, je suis sur un peu de la typologie étudiante. Des étudiants locataires, oulala, c'est pas chez eux. Ils ne font rien. Donc, il n'y a pas de femme de ménage qui passe ou d'homme de ménage. Si c'est du studio, ouais. Non. Si c'est de la colocation, oui. Okay. Je t'explique ça après. Donc ça va être du classique mais décoré. Donc des tableaux un peu pop, je dirais la vaisselle un peu colorée. Il faut le lit. Quand vous prenez les photos, le lit doit être fait en totalité, pas juste un clic-clac comme ça avec 2 coussins. Il doit être fait avec des jolis draps. C'est juste donner envie en fait aux gens de venir. On est sur quasiment de la photo de location saisonnière, mais pour de la location à l'année. Tout simplement. Et au-delà de la photo, il faut que ça soit vraiment, que ça reste comme ça propre et beau. Ah bah bien sûr. Mais alors, quels endroits? Encore une fois, c'est du Ikea full ou tu mets le même style partout exactement pour pas t'emmerder? Comment alors pas forcément, parce que j'ai pris aussi de l'expérience. Ouais. J'ai testé des choses au début que je remettrais pas forcément, ou c'était pas terrible, ça tenait pas. Par exemple, au début, c'est tout bête, mais je me posais la question, est-ce que je mets une table bar ou est-ce que je mets un bureau? Et je me suis rendu compte qu'en fait, une table bar, personne ne mange sur une table bar. Voilà. Okay. Ils vont manger sur une table basse, mais une table bar, ils aiment pas ça. Donc, on va mettre un bureau. Un bureau qui sert de table pour déjeuner. Voilà. C'est ça. Okay. Et moi, j'achète du coup chez Ikea, c'est Discount. J'ai Maison du Monde, Schlum, West Wing, une multitude de... Même Action. Action, il y a plein de choses. Okay. En typologie de vaisselle, c'est vrai qu'Action, c'est quand même imbattable. Donc, tu as une sorte de liste maintenant où tu sais ce que tu vas acheter, quelle vaisselle, quel truc, quel machin, et tu déroules, carrément. Tu sais, d'accord. Les draps, tout ça, tu t'achètes, ouais. Alors, oui, pour la location à l'année, je mets pas de draps, hein, ça, ils ramènent eux-mêmes. Mais par exemple, en 2020, je me suis retrouvée à acheter 19 télés. Ouais, 19 télés, 19 lits, 19 bureaux. Bon, je te parle pas du montage, hein, parce que ça. C'est toi qui le fais? Non. Alors, une partie, c'est moi qui le fais. Après, j'ai les équipes qui me filent un coup de main. Et sinon, je prends du montage sur Internet. Hein. Okay. C'est pas possible. Sinon, mais j'aime bien le faire un petit peu. Ça me rappelle aussi pourquoi je fais tout ça. Et typiquement, pour comprendre le pouls du truc, une télé, c'est quoi? T'achètes pas un Sony, t'achètes pas, peut-être même pas un Samsung, t'es plutôt sur enfin, je sais pas, c'est quel niveau de télé? Alors, pour les studios uniques, j'en mets pas de télé. Je les laisse relativement classiques. Pour les colocations, par contre, comme il y a quand même plus, je dirais, de concurrence de nos jours, les gens ont compris un peu que ça marchait la coloc. Moi, je mets des télévisions dans les chambres et dans les parties communes. Je mets Toshiba dans les chambres et Samsung dans les parties communes. Okay. Dans tous les cas, c'est des télés connectées. Il faut qu'ils aient Amazon Prime, Netflix, etc. Un maximum. Plus il y a de services, plus ça marche. Amazon Prime, tu le payes pour le bien ou alors, oui, pour la colocation. Ah ouais. C'est intégré dans les charges. Okay. Il y a une femme de ménage qui passe aussi 2 heures par semaine. Ok. Par exemple. Elle fait pas que les parties communes? Non, elle fait que les parties communes. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet aux locataires que tout reste propre, parce qu'on connaît aussi les jeunes. Alors bien que dans la colocation, on est sur une typologie qui va jusqu'à 28 ans à peu près. Le ménage, c'est pas ce qui fait rêver tout le monde, hein, clairement. Et c'est souvent là où il y a le plus de tension. Que ça soit dans un couple ou dans une coloc, en réalité, le ménage, le lave-vaisselle, les poubelles. Voilà. Donc, de mettre une femme de ménage qui vient 2 heures par semaine. Ouais. Ça, bon, ça, je l'ai pas mis dans. Je l'ai pas intégré. C'est le sujet du moment, en plus. Mais voilà. Du coup, le fait d'avoir une femme de ménage, en plus, c'est une sérénité pour tout le monde. Moi, c'est intégré dans les charges aussi. Ils arrivent, ils sont un peu comme à l'hôtel. Je vais même pousser la chose où, dans mes têtes de lit, je mets des prises USB. J'ai des vidéophones. Si quelqu'un sonne, c'est enregistré directement pour la sécurité aussi. Il y a un maximum de choses. On va venir là-dessus parce que là, tu es dans le next level, c'est-à-dire plus les suivants, les biens suivants, sur lesquels tu as fait des colocs, etc. Et avant d'y arriver, tu me parles un peu de sécurisation et de choses comme ça. Typiquement, apprentissage là-dessus, parce qu'il y a quand même des choses. J'ai du mal, moi, par moment, à me dire, est-ce que je mets ça, genre, je sais pas, tu vois, dans ces bureaux, les caméras extérieures, dans le bureau qu'on a fait à Bordeaux, on doit avoir, je pense, l'installation
internet, caméra, on a un super prestat qui s'appelle Bouche Cousue, qui m'a pas payé pour le dire, mais je les embrasse quand même, qui nous a fait le Wi-Fi et tout ça ici aussi, et toute la sécurisation. Mais c'est un budget assez important quand même, tout ça. Donc t'hésites un peu avant de le faire. Où est-ce que tu fais des arbitrages comme ça et quels sont-ils? Alors, il y a pas mal de choses que je vais négocier avec les prestataires chinois. Ok. Directement à la source, en réalité. Et comme quand je fais x19, par exemple, c'est vrai que j'achète en gros, en package. Ok. Donc, sur Alibaba, t'achètes tout simplement. des caméras, je sais pas. Caméras, mais des chaises, hein. Des chaises, des chaises, et là où on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de dropshipping de nos jours, où ils vont acheter en Chine, ils mettent leur marque dessus, et puis après, ils te les revendent dans des magasins X ou Y. Moi, je vais chercher directement à la source. Et par contre, je leur dis, je vous en prends tant. Alors, c'est vrai que pour prendre une chaise, ça vaut pas le coup. Pour prendre même eux, ils veulent pas te la vendre. C'est ça. Généralement. Oui, ça leur coûte plus cher. Et ça coûte plus cher en frais de transport. Mais si j'en prends 40, bon, ok, on peut avoir une petite partie. Par exemple, moi, une chaise que je peux acheter en France, je dirais 150 €, je vais la toucher 45 là. Donc, c'est du volume. Voilà, tout simplement. Il faut avoir aussi un endroit peut-être pour les stocker, pour en remplacer certaines de temps en temps. Ou tu as déjà des remplacements ou parce que sur le volume, non, pas trop. Non, alors je fais attention aussi aux matériaux. Par exemple, les chaises, je prends des chaises en métal. Pas les jolies chaises en velours que l'on peut avoir, qui sont très jolies, très sympas. Mais c'est vrai que avec les boutons de jean, etc., elles sont KO très rapidement. Donc, faut penser pratique. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai eu de mon ancien job, puisque dans la santé, on fait aussi en sorte que tous les matériaux soient pratiques. Quand on a des établissements autistes, il faut faire attention qu'ils se blessent pas, que tous les angles soient bien arrondis, solide, etc. Donc voilà, c'est des choses. Pas souvent joli dans la santé en revanche, on est d'accord. Tout à fait. Ça a progressé un peu, mais ça progresse avec la couleur un petit peu, voilà. Et donc réussir à mixer un peu tout ça, et ça marche. Ok. Super intéressant. Je reprends donc le premier projet. Tu me dis l'acquisition, combien? 200, 205, quelque chose comme ça. Les travaux? 80. Et 80, tu as des frais de notaire, etc. Au total, tu es à 300 000 ou... J'ai un prêt à 290. Donc tu as un prêt à 290? Ouais. Et tu fais combien d'apports? J'ai pas mis d'apport. Ah ouais. Ça se fait encore, ça, le 110%? Alors, un peu moins. T'as fait et dans les 290, t'as les... Full package. Full package, t'as même l'aménagement, l'intérieur, les chaises et tout ça. Oui, tout à fait. Tout frais de notaire, etc. Ce qu'on appelle donc le frais à 110%. L'emprunt à 110%. Alors, non, attention, j'ai pas financé les meubles avec. C'est la seule chose que j'ai pas financé, ça rentre pas dans les crédits bancaires, ils financent jamais les meubles. Les meubles, ouais, il y a des gens qui s'arrangent un peu autrement, mais ok. D'accord. C'est un autre sujet. Ok, donc tout sauf les meubles. Ok. Oui. Et les meubles, t'en as eu pour? Allez, j'en ai eu peut-être pour... Honnêtement, comme j'ai fait au fur et à mesure, je sais pas, peut-être 10 000 €. Ok. Ouais. Ouais, donc ça fait 300. Et donc là-dessus, sans apport, avec une possibilité de montrer donc à ta banque assez rapidement, donc en 2019, que tu es capable de faire un projet, de le livrer, de le louer. Tout à fait. Et donc c'est comme ça que tu arrives en 2020 un peu forte en disant alors, les cocos, j'étais pas là, je suis pas là pour enfiler des perles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors j'ai un prêt à 1 350 €. Tu rembourses 1 350 € par mois? Tout à fait. Et j'ai 3 150 € de loyer qui tombe. Voilà. Donc tu gagnes de l'argent net là-dessus tous les mois. Tout à fait. Alors bien sûr, on va rajouter la taxe foncière que je lisse à l'année, etc. Ouais. Et tout ça, t'es sur du revenu. T'as créé une société? Ouais. Une SCI? Oui, j'ai investi beaucoup en société. Je suis formatée société de par mon Et donc c'est une SCI parce qu'il y a les SCI en propre, c'est ça, qui appartient à Emeline. Et il y a des SCI qui sont des sociétés. Alors, il y a les SCI à l'IR, donc à après sur le revenu qui sont directement intégrés sur votre déclaration. Ouais. Et à l'IS, donc société purement commerciale. Là, t'es quoi, toi? Moi, je suis en commercial. D'accord. Donc ce qui va pas gonfler tes revenus, toi, tu payes pas d'impôt sur le revenu. C'est totalement opaque, séparé. Je distingue ma vie de mes investissements. Ok. Et cette SCI, elle est que à toi? Alors, je l'ai faite avec mon père, parce qu'une SCI, il faut être deux, en réalité. Donc, moi, il m'avait filé un coup de main pour que il fallait un pourcentage de plus pour que ça passe. Et voilà. Et je suis en train d'ailleurs de racheter ses parts en ce moment.
Donc SCI, tu achètes tout ça et donc donc attends, je réfléchis. Donc c'est 33% d'imposition ou c'est pareil, t'as C'est des taux 15% jusqu'à 38 000. par an. Ouais. Et au-delà, c'est 25. Ok. C'est raisonnable. Mais Donc, on t'a vite passé les 38 000 du coup. Attends, sur 2000. Ouais, t'es pile poil sur celui-là. Ouais. Et tu recrées une SCI pour chaque bien ou t'as une SCI Alors, c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs, ça. Alors, le truc, c'est que si vous créez une SCI par bien, fiscalement, c'est retoquable. Parce que ça veut dire que c'est pour payer moins d'impôts et c'est totalement interdit. Donc, ce qui est... faut que l'histoire elle soit cohérente en réalité. C'est bien de créer une SCI par bien, mais ça se fait avec des gros montants. Moi, c'est ce que je faisais avant parce qu'il y a effectivement des gros impacts derrière. Là, si j'avais créé plusieurs SCI, par exemple, juste pour intégrer un petit bien dedans, alors je me retrouve avec plusieurs comptabilités et plusieurs honoraires comptables par an. Ouais. C'est plusieurs frais aussi pour créer la société, etc., etc. Et en fait, la totalité, moi, j'ai fait le split pour calculer quand même. Ça vaut pas le coup, tout simplement. Si c'est juste pour rajouter un petit peu de loyer dedans, ça vaut pas du tout le coup. Tu connais le prix d'une SCI à peu près? Alors, la plupart Combien du ça te temps, coûte chez un avocat, ça va être 1 500 euros. À la création Ouais, tout à fait. Tu peux pas le faire sur un Captain Contrat ou un machin comme ça? Alors moi, je l'ai créé moi-même. Ouais. Mais parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Quand je la crée moi-même, j'arrive à aller à 350 € à peu près la société. Ouais, c'est des frais de publication. Et tout à fait. Voilà. C'est juste le greffe. Ok. Et le suivi après derrière, là, c'est pas très compliqué comme comptabilité. Non. Alors moi, je travaille avec un expert comptable et j'ai fait un partenariat avec lui. Ça me coûte 600 € en fait à l'année. Ça s'appelle comment? C'est le cabinet NL associé à Paris. Très bien. Écoute, on mettra le lien s'ils veulent. Tout à fait. Très bien. Un petit peu de promo pour NL associé. Ils m'en feront ou deux gratuits comme ça hors toi. Écoute. On s'arrange. Voilà. Et du coup, tu fais ça 2019. Et qu'est-ce qui se passe entre 2019 et 2020 en fait? Parce que t'as dû quand même te rendre compte, tu bossais depuis Paris, t'allais quand même pas mal à l'étranger. Oui. Tu t'es juste dit l'affaire est trop belle, il faut que j'en fasse plein. Alors, en fait, c'est vrai qu'au début, un peu comme tout le monde, j'ai commencé, mais ça peut être un peu de la poudre aux yeux. Hein. On peut se dire, est-ce que ça va marcher vraiment? Parce qu'on voit aussi de la publicité un peu mensongère partout sur les réseaux, sur YouTube. Et on se dit, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que je vais pas avoir une grosse surprise derrière? Bon, alors bien sûr, j'ai pris beaucoup d'expérience avec cette acquisition-là parce que les travaux, il y a des choses qui se passent bien, moins bien, et bien que c'était quand même mon job. Entre la théorie et le terrain, il y a quand même un fossé. Donc j'ai appris beaucoup. Comme par exemple, je me suis fait un peu avoir par une société de travaux. Je leur ai demandé de me refaire un faux plafond et ils m'ont mis des briques au-dessus pour que ça tienne sur le support, quoi. Voilà. Enfin, C'est d'où les prestataires de confiance, comme tu dis aussi, ton équipe. Faut savoir les sélectionner. Ouais. Et c'est quelque chose que j'enseigne maintenant, mais que j'avais pas fait. J'avais juste cherché sur Internet un prestataire comme ça, un petit peu au nez. Sachant qu'il y a et je le dénonce en disant ça, mais il y a quand même un gros sexisme dans le milieu. Je veux dire, t'es une jeune femme qui débarque pour faire des travaux, on va limite te demander il est où ton mec, quoi, tu vois. Enfin. Alors j'ai pas le même caractère dans cette vie-là. Oui, je le vois, mais pour l'avoir, tu vois, vécu, et je le dis, alors non pas en tant que femme, mais en tant que j'ai eu une architecte, Juliette Faugère, une superbe architecte à Bordeaux sur notre projet Villa Maria, et je voyais que voilà, femme de poigne comme toi. Tu sentais qu'elle tenait bien tous ses prestataires, ses clients d'ailleurs. On s'est même écharpé la gueule une fois, mais on s'entend désormais très bien. Mais je veux dire, il y a quand même une nécessité peut-être si tu veux pas te faire arnaquer, de poser un peu les bases, quoi. Alors oui, bien sûr. C'est vrai que même de la société où j'étais avant, il y avait une vingtaine de personnes, j'étais la seule femme. Donc à chaque fois que j'allais en déplacement, j'étais toujours la seule femme. En plus, on travaille dans la finance, on va avoir des 50, 60 ans facile. Et alors, moi, une petite blonde de 25 ans qui débarque, bon. Donc, j'ai pris l'habitude au fur et à mesure. Honnêtement, j'ai jamais vraiment ressenti de blocage de ce côté-là. Je me suis toujours mis en position de
je dirais, je drive tout le temps. Je dis ce que je veux, si ça me plaît pas, je le dis et je le dis pourquoi. Mais par contre, je le fais aussi dans la compréhension de l'autre. Bon, là, c'était une mauvaise expérience avec la première société de travaux. Maintenant, c'est vrai que je communique beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Je fais des points, moi, le lundi et le vendredi. C'est un peu comme la gestion, gestion de ma boîte en réalité. Tu y vas tous les combien? Alors, avant, j'ai sacrifié beaucoup de week-ends. Mmh. Beaucoup de week-ends. Maintenant, j'y vais tous les trimestres à peu près. D'accord. Et pendant les travaux, tu y vas pas toutes les Si, semaines pendant les travaux aussi. Okay. Là, j'y vais pas parce que mes travaux se font en Île-de-France. Okay. Donc, c'est au moins un quart d'heure de chez moi. Okay. Mais si pendant les travaux, oui. J'y vais au moins 2-3 fois par mois. Okay. Parce que je prends pas de maître d'œuvre, puisque je peux le faire sans. C'est pas quelque chose qui me perturbe. Par contre, moi, j'ai les détails, j'ai besoin de choisir, etc. Tout doit être assez loqué. Et bien que maintenant, ça soit des équipes avec qui je travaille, c'est partout pareil. Si on leur donne trop de liberté, après, non, mais ça déborde. Tu le vois, pour en avoir fait pas mal. En fait, si tu passes tout le temps, sans prévenir d'ailleurs, surtout jamais prévenir quand tu viens, sur un de tes chantiers, ben, tu vas voir que là, ici, moi, je suis sur ce bureau-là, on était un chantier de 350 mètres carrés. Ouais. Tu fais pas ça à 1, tu vois, ou à 2. Oui. Et quand tu passes souvent, bah, tu as toujours 3, 4, 5 personnes sur le chantier, un électricien, un plombier, personne, là, des peintres, etc. Quand ils voient personne, en fait, si tu viens pas pendant plusieurs jours, tu débarques un jour, en fait, il y a un Gus qui est vaguement en train de fumer des clopes dans un coin. Et en effet, donc, faut vraiment venir assez souvent. C'est quoi tes prestats, qui sont-ils? C'est des entreprises différentes. Parce qu'on a les tout corps d'État, donc les gens qui. Tu me dis que t'as pas de maître d'œuvre, mais quand t'as pas de maître d'œuvre, c'est pas facile de faire bosser justement une entreprise de peinture, oui, moi c'est tout corps d'État, hein, okay. Bien sûr. Alors. Oui, donc il y a quand même une sorte de maître d'œuvre intégré quand même généralement. Alors pour le coup, je drive tout le truc. Alors c'est vrai que dans mon ancien job, je m'occupais aussi des VFA. Donc construction. Ah oui, en neuf, c'est ça. Oui. Ouais. Donc construction totale. On a fait d'ailleurs un hôtel pour patients à Amiens. On a fait un EHPAD en Italie, etc., etc. Donc c'est vrai que les projets de A à Z, j'avais l'habitude d'aller sur le chantier, de driver tout ça. C'était, je dirais que c'est dans mon expérience pro. Et tu demandes des photos tous les jours, tu demandes un certain nombre de choses. Comment Maintenant moins. Au début, bien sûr, je demandais beaucoup de photos parce que en étant loin, il faut se rassurer. Hein. C'est vrai que je dis toujours aux gens, l'essentiel dans tout ça, c'est de bien dormir la nuit. Si on fait de l'investissement immobilier pour être en stress, pour impacter son entourage, pour impacter ses enfants, etc., ça doit pas être un carnage. Donc, il faut faire en sorte de bien faire les choses et de se rassurer au maximum. T'arrives à être livré dans les temps? Maintenant, plus, je dirais que comme j'ai fait beaucoup de chantiers en 2020 avec le Covid, non. Improbable. Ouais. Improbable. Avec les matériaux, c'était une catastrophe. Bon, là, il y a une autre crise des matériaux. Une autre crise. Ouais. Mais oui, j'ai déjà eu des retards. Alors, moi, je demande des différés dans mes financements bancaires. Important, ça, les différés. C'est magique, hein, c'est l'outil magique de l'investisseur. J'ai jusqu'à 3 ans de différés. Alors, j'explique un projet dont on parlait avec Loïc Audet de Nimo Cities, là, donc on entame à Colombes. Notamment, nous, on avait 1 an de différé. Donc, en gros, on achète le bien. On paye. Alors, la banque paye évidemment au vendeur. Et nous, on rembourse à la banque pendant la première année, puisqu'il y a 1 an de travaux. Je vais pas avoir de rentrée d'argent. Puisqu'il y a 1 an de travaux, je demande à la banque de décaler mon remboursement d'1 an. Donc, je vais payer que les intérêts pendant 1 an, ce qui peut représenter pas mal d'argent. Et l'assurance. Et l'assurance, évidemment. Si c'est un différé partiel. Exactement. Tu peux aussi avoir un différé total. Vas-y, alors tu ne payes que l'assurance. Que l'assurance, d'accord. Ouais. Et les intérêts seront étalés sur les années suivantes. Tout à fait. Donc, y compris les intérêts de la première année que tu n'as pas payé. Ouais. Donc, par exemple, il y a un projet que j'ai signé récemment, 200 000 euros. Pendant 3 ans, je paye 78 euros par mois. Pas mal. Et pour toi, l'intérêt étant de reconstituer une trésor dès le début. Pour réenchaîner directement. Pour réenchaîner en même temps en parallèle. Ouais. Et ça, tu peux pas le faire dès le premier. Il faut que tu aies montré un peu. Si, dès le premier. Hein. Le premier, j'ai eu 8 mois. 8 mois de différé. Ouais. Mais le fait que tu aies été dans l'IMO, que tu aies fait des choses comme ça a dû quand même jouer un peu. Je pense à Alors, pas forcément, parce que j'ai plein d'amis qui sont dans des secteurs totalement différents et qui ont aussi eu des différés, ouais.
Ok, Ça dépend des banques. j'essaie juste. Ok, très bien. Je reprends de zéro. Alors, je me remets dans la peau d'Emeline. Mettons que t'étais pas pour ceux qui nous écoutent, je suis pas du tout là-dedans. T'es salarié, ingénieur, etc. Et tu connais pas tout ça. Donc, tu visites un certain nombre de biens. Tu vois l'immeuble à 180 000 sur lequel tu fais venir quelqu'un qui va te faire les travaux. Tu vois à peu près tout de suite combien ça va te coûter. Tu fais une offre assez vite pour éviter qu'il te passe sous le nez, c'est ça, j'imagine. Tout à fait. On fait l'offre très rapidement puisqu'on a quand même les délais de rétractation. Ouais. Si on achète en société, on fait toujours une offre en nom propre avec une clause de substitution pour permettre de basculer le bien dans une société. D'accord, donc offre en nom propre, Emeline Ciron, en disant, voilà, je peux donc substituer à une autre société, potentiellement même à quelqu'un d'autre d'ailleurs, à Mathieu Stéphanie. Tout à fait, mais c'est très important de le faire parce que moi, personne physique, je vais avoir des délais de rétractation, là où ma société, personne morale, n'en aura pas. Super intéressant. Donc, parfois, on peut avoir un petit délai, par exemple, c'est tout bête, mais sur l'urbanisme, ou le temps de prendre les informations, est-ce que le plan local d'urbanisme est à jour, etc., etc. Ça m'est arrivé. Heureusement que j'ai signé en nom propre et j'ai pu renoncer directement au bien. Combien de temps pour renoncer ? 14 jours. 14 jours, ok. Oui. Il y a le délai de rétractation, parce que s'il n'y a pas, ça veut dire qu'il va falloir aller voir des banques, il va falloir En réalité, on ne sera pas obligé de l'acheter, mais on sera obligé de présenter, la plupart du temps, refus bancaires, mais c'est du temps. Ouais. Et les banques n'aiment pas faire des refus bancaires. Pour eux, souvent, ils doivent les envoyer au siège, ça doit être analysé, etc., etc. Donc, ça peut être casse-pied et contraignant. Donc, je fais une offre en nom propre. Mathieu Stéphanie, je vous propose 200 000 € pour acheter ce truc-là. J'ai 14 jours pour me rétracter. Je me rétracte pas. En parallèle, dans les 14 jours, je fais venir 1 ou 2 fois les entreprises pour avoir des devis. Je me dis que j'arrive à avoir un projet à peu près ficelé, viable. Et on pose après, les chiffres, on pose les chiffres. Rentable, hein. Après ces 14 jours, j'ai encore combien de temps pour Après, il y a la signe, donc il y a le compromis, les 14 jours. Après, il faut quand même directement tenir le crédit. Si tu t'es sûr que ça passe et que tu es à l'aise, directement, par contre, faut envoyer le dossier en banque. Ouais. Et c'est parti, quoi. Il faut y aller. La banque met combien de temps à te répondre généralement ? Ouh, ça dépend des banques, ça dépend des périodes. Faut pas être à Noël. Tu passes par la... Ouais, je l'ai fait cette année à Noël. Merci. J'embrasse mon banquier. Je l'embrasse souvent dans ce podcast. Tu passes par une banque à chaque fois ou tu passes par un partenaire, genre Préto, Alloprêt, choses comme ça? Alors non, je passe par une banque. J'ai une banque qui m'a financé la caisse d'épargne. Ok. C'est première fois qu'on sort la caisse d'épargne. Beaucoup me sortent la banque postale qui a des bons taux, semble-t-il. C'est la meilleure banque, la caisse d'épargne. Oh là là, clairement. Ça y est. C'est la seule qui fait les 3 ans de différé pour un investisseur immobilier quand même, c'est important. J'ai même 5 ans de différé sur des travaux, donc on peut pousser le vice. Hein. En fait, ce banquier est devenu un ami. D'ailleurs, d'accord. Je l'ai rencontré quand j'ai financé. Comment il s'appelle ? Je peux pas donner son nom. Quand même, je peux pas donner son nom. Tout le monde va te le piquer. Carrément, le pauvre. En fait, quand j'ai fait des financements pour les 5 biens. Balance son nom. On verra ça après. Quand j'ai financé mes 5 biens en 2020, j'ai déménagé à Issy-les-Moulineaux. D'accord. Avant, j'étais dans le 95. Ok. Et je me suis retrouvée sans partenaire bancaire, plein confinement. Parce que oui, j'ai déménagé une semaine avant le confinement, donc voilà, un peu dans le jus. Et j'ai contacté une agence. T'avais tout loué le premier, celui d'Amiens dont t'as parlé tout à l'heure. Tout était ficelé là-bas et tout. Tout loué en totalité, donc ça va, j'étais plutôt tranquille. Ouais. Et alors c'est vrai que pendant le confinement, même si les étudiants rentrent un peu chez eux, il y a aussi beaucoup de divorces quand même. Donc il y en a beaucoup qui prennent des studios pour être tranquilles. D'accord. Donc j'ai réussi à louer sans problème. Et en fait, donc j'ai trouvé un partenaire bancaire. Ça a bien matché. On s'est pas rencontrés tout de suite parce que confinement, on se voyait pas. Donc, qui m'a financé plusieurs biens. Et quand je lui présentais mes dossiers, parce que moi, la banque, je présente un dossier totalement bouquet complet avec tous les chiffres sont déjà écrits, tout ce que j'ai. Faut leur mâcher le travail, hein. Ils sont comme nous tous. Il faut absolument mâcher le travail. Ouais. Il faut faire des dossiers avec des photos, des plans, des trucs de Google Maps. Moi, mon banquier m'a dit, j'ai jamais vu un dossier comme le vôtre, quoi. Ouais. Et même si pour eux, ils seront obligés de retraiter les infos, ça les marque
Parce Oui. qu'ils voient pas ça En souvent. fait, il faut gagner des points à chaque étape. C'est ça. Et là, on est dans une phase dans laquelle tu as ce qu'on appelle les conditions suspensives. Mhm. Donc, généralement, c'est combien de temps les conditions suspensives entre le moment de la signature et le moment où tu as le droit de... Ah, il se passe souvent 3 mois. 3 mois, c'est ça. Donc, en gros, juste pour ceux qui n'en ont jamais fait, ou qui en ont fait quelques-uns ou pas beaucoup, si jamais à un moment, vous avez passé le délai de rétractation, mais que tu veux te retirer pour une raison X ou Y, par exemple. Pour le prêt, c'est 60 jours, 40-60 jours. Tu demandes alors ce que tu me disais, les banques aiment pas faire des refus, mais si tu fais faire des devis de travaux complètement débiles, robinet en or, Versailles, tout ça, à un moment la banque va te dire mais non en fait je vais pas financer ton truc, t'es complètement hors cadre quoi, hors champ. Donc il est possible quand même de pas avoir ton prêt si vraiment tu le veux pas, tu vois. Donc je veux dire j'ai jamais fait moi, mais je sais que ça se fait. C'est faisable. Mais bon, l'objectif étant de pas perdre de temps, faire ça c'est vraiment relou, quoi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. On a autre chose à faire, c'est du temps perdu. Donc voilà, cette personne m'a financé. En même temps, il a vu que moi ça marchait et on a échangé, on a bien matché et au final, je lui ai filé un coup de main pour acheter ses 2 premiers immeubles. Donc le banquier est devenu aussi investisseur. Tu peux pas lui donner son nom du coup. Voilà. Et donc bah super, ça marchait, il a compris comment ça marchait. Et voilà, tout simplement. Et donc, les 5, par exemple, que tu fais en 2020, c'est quelle typologie ? C'est du très gros, du gros, du petit ? Alors, j'ai acheté une grosse maison, 150 mètres carrés, que j'ai rénovée. Par contre, là, en totalité, il y avait 135 000 euros de travaux, à peu près. Que j'ai créé une colocation de 7 chambres, 7 salles de bain. Pour info, rénovation, si vous voulez faire des calculs rapides, hein, on va dire une rénovation en mode barre de fer où tu dépenses rien, c'est 500 € par mètre carré. Ça, je l'ai fait une fois, c'était dans ce bureau et tu vois, ce bureau est beau quand même, il est bien fait. Je confirme. Mais bon, voilà, j'étais vraiment en mode barre de fer, j'ai tout serré jusqu'au bout. Et puis petit à petit, on l'a amélioré par la suite. Une rénovation convenable, c'est 1 000 € du mètre carré. Une rénovation assez luxueuse, c'est 1 500 € le mètre carré. Et après, dans le... On tu part peux dans avoir du neuf. 2000 ou 2005, voilà, ça arrive. Hein, il y a certains endroits où... c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend aussi des endroits. C'est vrai que sur Paris, ils vont avoir tendance à s'adapter au budget parisien. Alors qu'en province, bon... Ils peuvent halluciner de voir certains tarifs se pratiquer. On peut avoir, par exemple... Tu vois, ce que j'ai fait à Bordeaux, je parlais du bureau. C'est pourtant un bureau, c'est souvent plutôt un peu moins cher. Et on doit être pas loin de 2 000 € le mètre carré. Mais il y a de la création de mètres carrés. Il y a... il y a une piscine, il y a un grand beau parc, non mais il y a une crèche, il y a plein de trucs, donc en fait plein de trucs spécifiques qui font qu'en fait ça coûte plus cher, mais bon le bien est somptueux quoi. Donc en fait voilà, c'est possible d'aller jusque là, mais voilà, donc juste pour les insights entre 500 et 2000, c'est à peu près ça. C'est ça, c'est ce qui se donc fait. Là, t'es un peu en dessous de 1000 sur la maison. Oui, tout à fait. Et alors par contre, c'est vrai qu'on a refait tout en totalité. Hein. Il y avait aussi toutes les toitures. C'était un full package. Ouais. Les fenêtres, toi, c'est les trucs qui coûtent très cher, façade. Et puis la toiture, c'est ce qu'il faut regarder en premier parce que c'est bien d'avoir une super réno magnifique. Mais je l'ai déjà eu. Hein. J'ai des personnes avec qui j'échange qui me disent j'ai oublié de regarder la toiture. Bah ouais, sauf que quand tu regardes pas la toiture, après en fait tout ce que t'as fait à l'intérieur c'est mort. Mais comment tu regardes la toiture ? Ça veut dire quoi ? Qui regarde ? Moi je regarde un toit, je me dis c'est un ça toit se voit de super, l'extérieur, il y a des signes qui trompent pas. Si la charpente elle est à moitié de travers, bon voilà. Quand il y a énormément de mousse partout, alors ça veut pas dire qu'elle est KO, mais ça fait souvent des infiltrations, donc faut le voir. Ensuite régulièrement, si le grenier est pas aménagé, on monte, hein, simplement, faut aller monter. Si c'est aménagé, bon. Faut voir comment c'est fait à l'intérieur. Il y a souvent des trappes techniques aussi d'accès pour aller. Donc voilà, quand on visite, ça c'est vrai que je fais ça. T'as raison. Faut vraiment rentrer partout où faut fouiner, etc. Quand on te dit faut aller, est-ce que vous voulez voir, peu importe d'ailleurs, la cave, le grenier, le machin, le truc, tu vas tout voir tout le temps dans le moindre détail. Ouais, et faut y aller à 2 en visite, c'est mieux parce que souvent l'agent immobilier il parle beaucoup. Lui il veut juste que il a d'autres clients, hein, donc il a besoin que ça aille assez vite. Donc l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle avec l'agent immobilier et qui prenne un maximum d'informations de ce côté-là. Et l'autre personne qui va pouvoir fouiner et prendre un peu plus son temps, je dirais. Voilà, c'est plus simple de marcher comme ça. Ok, très clair. Donc voilà, coloc de 7, donc 7 chambres, 7 salles de bain. Coloc, pas co-living. Alors oui, et maintenant c'est vrai que coloc et co-living, la distinction... Co-living, moi là où je fais la distinction, c'est que dans un co-living qu'on prépare, on est plutôt sur un colombe toujours, mais une salle de bain par chambre.
Ok, donc on va pouvoir matcher là-dessus. Ok. Salle de bain, télé, petite potentiellement, micro-ondes, etc. Mais tu as des espaces Alors, communs. faut faire attention, il faut surtout pas mettre de cuisine De plaques. Pas dans de les plaques, chambres, ouais. sinon on arrive sur la division déguisée et on va appeler ça un lot. Ouais, Donc, t'as raison. c'est différent pour C'est l'imposition. pour ça que j'ai dit micro-ondes et pas Tout les à fait. plaques. Surtout pas de Souvent, plaques ils ramènent déclenchées. des micro-frigos Ouais. aussi. C'est vrai, quand ils sont nombreux, il faut avoir quand même des gros frigos et ils aiment pas tous partager. Donc, voilà. Donc là, c'est une maison qui a été rénovée. Donc, 7 chambres, 7 salles de bain. Il y a des espaces extérieurs aussi. Buanderie, moi, je transforme les caves en buanderie. Ouais, c'est tout le trop temps. bien ça, ouais. Avec des VMC pour, bien sûr, parce que une cave, c'est pas l'endroit qui est le plus sec au monde. Donc, pour éviter potentiels dégâts. Donc cette coloc, elle marche du tonnerre. C'est quoi la rotation sur une coloc comme ça? Alors, sur tout ce qui va être étudiant, je dirais que je peux changer quand même une bonne moitié tous les ans. Ok. Facilement. Ouais. C'est pour ça que... gères Et moi, je gère juste, je récupère les dossiers. Et encore, je pense que ça aussi... Je vais mettre en place des choses. Parce qu'il y a des boîtes qui font ça, mais ça coûte quand même 5%. Ils prennent souvent 7% des loyers par mois, quoi. Ouais. Donc, si ça rentre dans le business plan à la base et qu'on est bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut l'intégrer. Il ne faut pas se dire à la fin, ah bah non, en fait, c'est un peu casse-pied. Et du coup, on était peut-être ric-rac au niveau du cash qui tombait tous les mois et avoir rien. Et les conditions pour un locataire, c'est quoi? Il met 1 mois de loyer et il a 1 mois de préavis? En colocation, dans le meublé, c'est 2 mois de loyer. Ouais. Moi, je mets 1 mois de loyer, charge comprise. Comme ça fait quand même un peu moins. Okay. C'est moins lourd parce que les étudiants, il y en a qui ont des parents plus à l'aise que d'autres. J'ai pas l'idée, c'est pas de les assassiner non plus. Donc, 1 mois de loyer, c'est bien. Et ils ont 1 mois de préavis, tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit, là, tu nous as expliqué les débuts, la suite. Quand tu grossis et que tu arrives aujourd'hui, sur quel point tu as automatisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont tes apprentissages C'est justement avec cette coloc-là où j'ai, pour cette fois-ci, pris un maître d'œuvre qui s'est révélé ne pas être du tout maître d'œuvre, en fait. Et bon, il est passé en liquidation judiciaire. Ça s'est pas très bien passé. D'accord. Voilà. Il en est arrivé à bloquer mon numéro, quand même. Donc, alors que c'est la personne qui faisait mes travaux. Donc, moi, toutes les semaines, j'étais en train de le harceler et voilà, c'était un peu compliqué. Donc, lui parti, je me suis retrouvée avec une personne avec qui refaisait mes appartements, mais c'était un auto-entrepreneur. Donc, il a 2 mains. Et un auto-entrepreneur ne peut pas prendre des gars. Il peut pas embaucher. Donc, le problème, c'est que moi, cette personne, je lui faisais vraiment confiance. On avait commencé à créer une bonne relation de partenariat, donc j'étais plus à l'aise. Mais moi, là, je venais de signer, donc en 2020, j'ai signé donc la coloc de 7, une coloc de 5, une coloc de 6, un immeuble de 4 et une coloc de 8 après. J'ai tout fait, voilà. Et je me suis dit, ok, comment je fais pour mes travaux? Parce que j'ai dépensé plus de 350 000 euros de travaux, à peu près. Et en fait, je lui ai créé sa boîte. D'accord. Donc, je lui ai expliqué comment ça marchait, comment il allait, comment fonctionnent les charges, etc., etc. Donc, j'ai créé la structure. Donc, ensuite, je lui ai expliqué combien de gars il fallait qu'il ait. Donc, oui, c'est pour ça que je rebondis tout à l'heure. C'est que j'ai appelé 40 personnes au téléphone pour constituer l'équipe. D'accord. Et on a recruté 10 personnes. Donc, il fallait après les recevoir, etc. Et c'est vrai que dans le bâtiment, on n'est pas forcément sur pas du CSP++, quoi. Donc, il faut se mettre aussi être facilement accessible pour les gens. C'est là où tu passes finalement après ensuite une sorte de statut de professionnel où tu quittes ton job parce qu'en fait ça c'est pas c'est là où en fait il y a un moment t'es allé trop vite entre guillemets pour rester tout à fait. Ça a été très vite. Faire ça en side business quoi. C'était et vraiment ça va que j'étais organisée parce que sinon donc voilà, création de la société, le recrutement des gars, je lui ai expliqué combien de chiffres il devait faire par mois pour réussir à payer tout le monde et lui à se payer aussi parce que l'idée c'est que quand même qu'il vive et donc il a géré tous mes travaux en totalité. Ça s'est très bien passé, il a pris aussi de l'expérience. Bon après moi j'ai pas pris de part dans la société parce que j'avais déjà assez à faire de mon côté. J'étais encore salariée, donc je voulais pas être forcément engagée dans ce business que je contrôlais pas en plus. Donc moi, c'était vraiment purement un partenariat. Donc il s'est mis à gérer tous mes chantiers. Ça a très bien matché. J'ai pris une personne qui s'occupe... comme j'ai beaucoup de colocs, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien qu'il y ait une personne qui passe toutes les semaines parce que
de un, ça me fait un service en plus, mais de deux, j'ai un visu sur la colocation. Est-ce qu'il y a des petites rénaux à faire? Est-ce qu'il y a une fissure qui est apparue? Est-ce qu'il y a quelque chose? Peu importe. Si tu la payes comment, cette personne? Au comme déplacement? Moi, en société, je la paye à l'heure. Ouais, okay. Donc, on se tient au courant facilement. La personne, elle a le numéro directement de l'équipe technique. Dans tous mes halls d'entrée, j'ai les numéros d'affichés pour le technique. Donc, c'est écrit en gros, si vous avez un problème technique, appelez-le. Voilà. Du coup, je suis passée sur un circuit court. Ouais. Donc, au lieu de m'appeler moi et que moi, je rappelle la personne du technique, en fait, ils appellent la personne du technique directement. S'il y a un autre souci, ils appellent la personne qui me fait le ménage, les entrées, les sorties, les visites. Et tu utilises des logiciels ou des trucs spécifiques? Oui, tout à fait. Lesquels? Alors, j'utilise QuickBooks. Ok, ça c'est pour la facturation. Pour la facturation, c'est la seule chose. Donc ça envoie QuickBooks, je l'utilisais sur un de mes business. Ça envoie tous les mois tes quittances. Ça envoie les factures aux locataires et ça me permet, comme j'ai plusieurs sociétés. Ils peuvent payer en carte et puis tout ça. PayPal ou en virement. Ouais, ok. Voilà. Et donc, t'es notifié quand ils te payent, tu vois s'il y a du retard, t'as des relances. Ce qui est pratique quand même, c'est de pouvoir relancer à distance. Ouais. Donc, je pars en vacances. Mais il y a des logiciels spécialisés pourtant pour ça. Moi, je teste depuis quelques mois un truc qui s'appelle Rentila ou des choses comme ça. Ça marche bien, Rentila aussi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime avec QuickBooks, c'est que c'est relié à mon compte bancaire. J'ai plusieurs sociétés. Ouais. Donc, à chaque fois que je fais une dépense, je prends en photo, ça relie à mon compte bancaire et c'est relié à mon expert comptable. Donc, encore une fois, je passe en circuit court pour automatiser le maximum de choses. Ils ont accès, du coup, à tous les documents en direct. Donc, je dirais que je perds peu de temps. Donc, voilà. Côté travaux, c'est optimisé comme ça. Pour les visites, entrées-sorties, c'est optimisé aussi. Pour tout ce qui est facturation, je passe par le logiciel. Et alors, c'est vrai que la colocation, on le fait pas. Il y a des périodes creuses, souvent, qui sont juin, juillet, août. Et moi, je switch tout en location à la chambre en courte durée. D'accord. Voilà. J'ai des boîtes à clés, tout simplement. Je mets pas des serrures connectés parce que l'année, ça me sert à rien. Mais il faut quand même, du coup, quelqu'un qui gère les draps et tout, du coup, dans ces choses-là. Alors, tu peux, mais tu peux très bien, sur Airbnb, mettre que ce n'est pas fourni. C'est juste des cases à cocher ou à pas cocher. Hein. Et après, c'est juste une question de tarif. Oui, je pourrais mettre des tarifs exponentiels en mettant tous les draps, le service, le petit-déj, etc. Il y a etc. les entrées, les sorties, les ménages, les choses comme ça quand même. J'ai une boîte à clés. La clé est déposée donc par la personne qui s'occupe entrée, sortie, ménage, etc. Ouais. Le locataire, il a le code, il rentre, il fait sa vie en réalité. Alors attention, comme ça reste de la colocation et qu'il y a d'autres personnes dedans, je fais au moins minimum 16 jours. 7 ou 16 16 okay. jours de location. Je fais pas de nuit. J'ai pas envie d'impacter les autres, c'est pas très agréable. Et c'est quoi là, par exemple, je sais pas, mais pour me donner un ordre d'idée, un mois normal et 16 jours en courte durée? Alors, j'essaye de faire en sorte que ça se lisse. Pareil. Ouais. Donc, je vais être sur un mois normal. En colocation un peu haut de gamme, je vais avoir 460 € par mois, par exemple, charges comprises. Et sur pas en région parisienne, non. Ouais, pas en région parisienne. Ouais. Et sur de la courte durée, je préfère remplir au maximum le calendrier et pas avoir de vacances. 460 les 16 jours, enfin, c'est pas le double ou non? Je peux, mais je dirais que c'est le minimum. Très bien. Voilà. Écoute, merci pour ce beau tour. J'ai appris plein de choses, voir un peu. Quelle est la suite de tout ça? Comment quelles sont les prochaines étapes? Parce que là, t'as tous ces biens, une grosse cinquantaine de locataires. Ouais. Jusqu'où tu vas? Tu vas à 500, à 1000, tant que tu vas en faire 20 par an, tu vas recruter des personnes, tu vas acheter des trucs plus chers. C'est pas l'idée parce que plus il y a de locataires aussi, et plus il reste un peu de travail quand même. Il y a un bien avant de venir sur la suite, une chose dont je voulais parler tout à l'heure, une des problématique sur un certain nombre de ces... là, tu es sur du rendement fort. Donc, en effet, moi, les biens sur lesquels j'ai été jusque maintenant, en tout cas souvent, sont plus des biens sur lesquels il y a moins de rendement, mais potentiellement plus de prise de valeur du bien. C'est-à-dire que un bien que tu achètes 3 ou 400 000 €, 3, 4, 5, 6 ans plus tard, il peut en valoir 5, 600, 6, 700, etc. Tout à fait. Là, on est moins de galères aussi, parce que moins de turnover, exactement. etc. Là, on est moins sur ce type de bien qui se valorise moins quand même quand tu es dans des banlieues de Amiens. Alors, sachant que je les achète vraiment où je refais tout. Ouais. Donc même la dernière, là j'ai fait une colocation de 8 que j'ai acheté, pareil, j'ai un prêt à 300 000 €, je l'ai fait estimer il y a pas longtemps à 450.
Ok. Et t'as fait combien de travaux? J'ai fait 85 000 € de travaux. Ok, donc t'es déjà potentiellement, virtuellement bénéficiaire. Bah oui, c'est ça. Sur la totalité de mon patrimoine à l'heure actuelle, je suis à peu près 700 000 € de plus-value latente. Ok. Parce qu'encore une fois, je fais beaucoup de travaux. Et un revenu passif qui est déjà, du coup, j'imagine, assez conséquent. J'ai 15 000 € de loyer qui tombent par mois. Ouais. 6 500 net, parce que c'est quand même le net qui nous intéresse. Hein. Donc, dans plusieurs sociétés. Moi, j'investis beaucoup en société. Là, j'ai acheté 2 appartements en région parisienne que j'ai achetés en nom propre pour changer dans le 94 et le 92. Parce que il fallait que je fasse un peu de nom propre avant de quitter mon job. Okay. Parce que quand on est sans CDI pour investir, c'est plus compliqué. Donc moi, je fonctionne en phase d'investissement. J'achète beaucoup, je fais les travaux. J'achète beaucoup, je fais les travaux. Donc là, j'en ai acheté 3 depuis le mois de janvier. Donc là, je suis en phase de travaux en ce moment. Ok. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. C'est cool, ouais. Moi, je suis plus, tu vois, ça fait quelques années, alors je suis plus âgé que toi, mais je suis plus sur un rythme à me dire j'en fais un par an, tu vois, et je suis assez, depuis quelques années, finalement, tu vois, j'achète, je refais, mais plus un objectif de un par an, une fois un gros, une fois un petit, une fois un moyen, quoi. Mais bien sûr, mais l'idée, c'est que l'investissement doit coller au profil investisseur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je le fais aussi parce que c'est maintenant et que j'ai décidé que c'était là la course, donc j'y vais en bulldozer. T'empruntes sur 20 ans 20 ou 25 ans, ouais, ça dépend. Ce qui est possible en SCI, parfois, certainement, je préfère du 20 ans, bien que la caisse d'épargne fasse du 25 ans en société. Hein. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller en direct. Après, oui, 50 locataires, ça fait quand même pas mal de volume, je dirais. Donc, je vais pas les garder ad vitam aeternam. À un moment, je vais arbitrer mon patrimoine. Je vais aussi, sans doute, faire un peu d'immobilier commercial parce que ça reste mon cœur de métier. Ouais. Et c'est aussi assez confortable, hein, je dirais, si c'est bien fait, ça matche très bien. Potentiellement plus de vacances selon les... Ça dépend l'emplacement et le encore plus important qu'en immobilier locatif. Ouais. Donc voilà, et donc c'est pour ça que là j'ai donc dû quitter mon travail, et non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je pouvais plus tout gérer en même temps en réalité. Et c'est vrai que je dirais qu'avoir autant de patrimoine, gérer autant de travaux, gérer les équipes, etc., ça a aussi, je dirais que ça a décuplé ma fibre entrepreneuriale, clairement. J'ai adoré ça, et donc c'est pour ça que j'ai créé Evermind avec mon associé, qui est aussi donc dans l'investissement locatif, que j'ai rencontré sur les réseaux d'ailleurs. Thomas Rigaud. Thomas Rigaud, tout à fait, qui est un ancien pilote de Tigre. D'accord. Donc hélicoptère. Ouais. Qui aussi vit de ses investissements. On a créé Evermind, donc là j'ai sorti la semaine dernière une formation donc pour vivre des investissements immobiliers. Alors que ça soit pour en vivre en totalité ou ne serait-ce que pour faire un investissement sans se planter, tout simplement. Moi l'idée c'est pas de se dire demain je veux quitter mon job. Beaucoup de gens peuvent aussi être bien dans leur boulot et il n'y a pas de sujet avec ça. C'est surtout que j'ai pris un maximum d'expérience sur tout ce que j'ai fait. J'ai aussi le fait que ça soit mon job depuis, je dirais, 9 ans. Hein. En réalité, il s'en est passé des choses. Donc, j'ai créé une formation, donc un investissement immobilier. Sur evermind.group. Tout à fait, ouais. Evermind.group. On est aussi agréé par l'État. Donc, établissement agréé compte formation professionnelle. Ok. L'idée, c'est processus certifié, exactement. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de démocratiser pour tout le monde l'investissement, de le faire. Je dirais que j'ai pas besoin de faire la formation pour vivre de mes logements, en fait. Je le fais parce qu'on m'a demandé beaucoup de fois de faire de la formation, de faire du coaching, etc., et je peux pas prendre 1 heure avec chaque personne. C'est pas possible. Je comprends tout à fait. J'ai fait la même chose sur une formation qui s'appelait Entreprendre un podcast pour apprendre à faire des podcasts, parce qu'en fait, j'avais une forme de... j'étais mal à l'aise parce qu'on me demandait beaucoup de conseils autour du podcast, et donc tu y passes, tu vois, en démultipliant 10 minutes. Pour que t'étais très proche, tu peux y passer 1 heure, mais même en 1 heure, en fait, t'as fait que le quart du 10e de ce que tu veux leur dire. Donc du coup, à un moment, tu dis, attends, tu sais quoi ?
on va tout mettre dans un training comme ça. Oui. Ça coûte cher à produire. Hein. Moi, nous, à l'époque, ça nous avait coûté, je sais plus, entre 10 et 20 000 euros quand même. Oui. Et après, on dit, on le vend. Et puis comme ça, t'auras tout. Donc je peux soit passer 10 minutes avec toi, t'expliquer dans les grandes lignes. J'avais tout écrit aussi en gratuit, tu vois, en SEO, le matériel, les machins, les trucs. Tu peux. Mais sinon, si tu veux vraiment tout mon savoir à l'instant T, voilà. Ça coûte combien cette formation ? Alors il y a une formation classique qui est à 880 € où il y a 15 heures. Et par contre, il n'y a pas de coaching, mais il va y avoir un peu de, je dirais les documents, c'est tout bête, mais une checklist que t'imprimes avant d'aller visiter un bien. Ouais. Moi, j'aime quand c'est factuel, tout le temps. Je dirais que je suis une nana de terrain. Il faut que ça aille tout le temps dans le dynamique, quoi. Il y a une deuxième formation qui, là, par contre, est finançable par le CPF, qui est à 1 498 € où il y a 30 heures de formation. J'ai tourné 30 heures, je me suis donné. Avec 3 heures de coaching en privé. Par contre, c'est pas du coaching collectif. Des coachings mensuels en collectif. Il y a aussi une multitude de tous les documents dont j'ai pu te parler. Et sur toutes les vidéos, il y a les sources. C'est important. C'est qu'on parle quand même, par exemple, dans la fiscalité de l'État. C'est quels sont moi, je mets les articles du BOFIP directement pour dire non, mais ce que je te raconte, c'est pas du bullshit. Il y a vraiment à l'appui, t'as toutes les infos qui vont avec. Et tu me feras un code pour mes auditeurs ou pas ? C'est déjà fait. Et attends, j'ai la troisième qui est, elle est beaucoup plus chère. Par contre, on est sur 5 998. C'est pour pas dire 6 000, mais bon, voilà. Par contre, là, on a 24 heures de coaching en plus, en privé, plus une visite terrain directement sur place. Donc, ce qui n'est pas très cher au coût horaire, oui. Oui, et elle est aussi finançable en CPF. Dans la formation, il y a tout ce qui va être... alors, mindset, j'aime pas trop ce mot, on l'a trop entendu. Mais c'est vraiment retirer les blocages sur l'investissement. C'est oui, je peux pas investir sans apport, on va pas me payer. Dites-vous bien que sur mes 50 locataires, j'ai eu une fois un impayé qui a duré 1 mois. Bon, ça va. Le ratio, il est plutôt confortable. Le mec n'a jamais été retrouvé, mais... Je l'ai pas dit. Donc, toute cette partie-là, c'est sélectionner un bien aussi, faire une étude de marché. C'est important. C'est comment trouver, aller sur place. J'apprends aussi, c'est tout bête, mais aller voir les coiffeurs, les commerces de proximité pour en parler, parce que eux sont au courant de tout. Voilà. Oui, ce que j'expliquais récemment sur une de mes vidéos qui a cartonné sur TikTok, comment bien acheter. Et justement, j'ai expliqué le off-market, quoi. Et le off-market, c'est la magie, c'est la folie, en fait, c'est magique. Si t'arrives à acheter des choses qui passent pas sur le marché, en fait. Et pour ça, on va dans le partenariat. Encore une fois, il faut comprendre que les gens ne bossent pas pour rien. Ils te filent pas une bonne affaire juste pour tes beaux yeux. Donc vraiment ce côté-là, le côté négo. C'est aussi avoir des piliers de négo. Alors, c'est par exemple les offres en meute. Donc, il va y avoir un bien immobilier et on va être plusieurs à appeler à mettre des prix différents pour pouvoir shooter le bien à un moment. Bon, c'est des petites techniques comme ça. Tout le financement bancaire, ça fonctionne très bien. Donc, tu vas avoir, juste pour expliquer, t'as quelqu'un qui vend un bien à 200 000 et puis il va y avoir... 4-5 personnes sur 4 jours qui vont appeler, qui vont dire je te l'achète à 120, 140, 130, puis toi t'arrives, tu dis bon ok je te le prends à 160, et là le biais à un moment fait dire bon ok. Tout à fait, ça fonctionne. Voilà. Faut pas être sur un marché hyper tendu, parce qu'en revanche à l'inverse, moi je suis aussi dans certains marchés tendus à être le premier à dire je sais que tout le monde va proposer en dessous du prix et moi je propose au prix. C'est ce que je mets dans la formation, c'est qu'il faut aussi savoir reconnaître que avoir une bonne affaire, c'est aussi obtenir le bien et l'acheter au prix. C'est que déjà, si tu l'as, parce que toi, t'achètes au prix, en fait, t'es déjà vainqueur parce qu'il y a une multitude de personnes derrière. Donc, il faut aussi le reconnaître que faut pas toujours négocier. Moi, sur les 2 apparts que j'ai achetés en Ile-de-France, j'ai pas négocié, clairement. Donc, cette partie-là, tous les piliers de financement bancaire, donc avec toutes les astuces, etc., pour les dossiers de présentation. Tous les travaux, bon, ça c'est la partie que j'adore, t'as compris. Tout ce qu'il faut regarder en visite, etc. C'est une grosse partie sur les travaux, comment driver les travaux à distance, comment être bien. Est-ce qu'on passe par un professionnel ou pas, selon la distance, tout pour se sentir... Je dirais qu'elle est faite avec beaucoup de bienveillance. Je pense que c'est important. Pas de jugement, c'est... Voilà, ça c'est libre. Et il y a toute la partie, donc fiscalité, montage. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la structuration. Donc, les montages, SCI, société, etc., les holdings, comment faire remonter les flux et à quoi ça sert. Les successions, les régimes matrimoniaux.
on achète un bien, on est deux, est-ce qu'on fait quoi ? On se marie, on n'a pas prévu de se marier demain, est-ce qu'on se paxe ? Ok, mais se paxer sans testament croisé, ça ne sert à rien, parce que on n'intègre pas la donation au dernier vivant dans un pax, donc il va falloir faire le document en plus. Tout ce qui va être le démembrement de propriété. Je vais t'arrêter là parce que on a dépassé le temps passé, mais ce qui est surtout important, c'est que de toute façon tu vas en dire trop, et puis il faut c'est le côté passionné, je dirais. Ça. Donc on va sur evermind.group, code promo Martingale ou la Martingale. Voilà. Martingale. On fait 20% sur la formation. Ok. Toutes les formations. Ok. Alors, il faut noter que si c'est sur le site internet, donc vous allez pouvoir enregistrer le code promo directement. Par contre, si c'est un financement via un compte formation professionnel, on met un point d'honneur à appeler tous les clients un par un, parce que c'est important pour la communication, tout à fait. Et c'est par téléphone qu'il faudra donner le code, car on n'a pas d'emplacement en réalité directement sur le compte formation pour mettre ce code. Mais on le fait directement par téléphone. Eh ben très bien, je le reprécise à chaque épisode, tu n'es pas mon sponsor, je suis pas rémunéré là-dessus, voilà. Et donc j'ai d'autres sponsors et c'est pas mon modèle économique, c'est de l'éditorial pur. Moi ce que je voulais c'était te pomper un maximum de savoir, je l'ai fait. Je te remercie. T'as une autre martingale parce que là t'as l'air tellement impliqué là-dedans que t'as du temps pour un autre péché mignon d'investissement ou private equity, mais d'accord. Ça c'est next level. Dans des startups ? Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Prochain épisode peut-être. Tout à fait. On peut te suivre sur LinkedIn, notamment sur Insta aussi. Sur Instagram surtout, où je publie pas mal. C'est Real Imo, REAL_IMO. Très bien. Eh ben Real Imo. Voilà, sur Instagram, et je mettrai les liens évidemment sur la description du podcast. Je te remercie 1000 fois, Emeline, c'était vraiment un super épisode. Emeline Siron, Evermind, on l'a su partout. Ouais. Merci. À plus, bravo, 3-4 années, dis donc, quand je vais te revoir dans 4-5 ans, la vache. Elle sera plus gros propriétaire encore que le Vatican. À plus, salut. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.